Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron. Vous savez, celles qui font bloop et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire ou avec un prince charmant en fonction de la potion qui mijote. C'est notre format court où on vous parle de notre dernière lecture commune, où on vous donne notre avis sans filtre. En l'occurrence, on va vous parler d'une lecture qui n'est pas exactement la dernière que nous ayons faite ensemble. Ça va porter sur The Witch Collector, qui a été traduit en français par le titre Le Faucheur de sorcières de Charissa Howey, sorti en 2024 en français chez Lost Kingdom. Le tome 2, La Cité des Ruines, est également dispo en français. La série devrait comprendre 4 tomes en tout. La sortie du tome 4 en anglais est encore entourée de mystères. Charissa s'est engueulée avec sa maison d'édition. Nous suivons les rebondissements depuis. C'est extrêmement opaque. Et les derniers rebondissements en date, elle a finalement informé sa communauté qu'en fait, le livre n'était pas terminé. Et pour vous faire le résumé du livre, qui sera garanti sans spoiler, vous pouvez rester avec nous. Je vais passer la parole à Lucie. Alors, le faucheur de sorcières, c'est l'histoire de Rena qui vit dans un village où chaque année, le faucheur de sorcières du titre arrive et kidnappe une jeune femme afin qu'elle rejoigne le roi de Givre. Le faucheur de sorcières, malheureusement, il a fait l'erreur de kidnapper la sœur de Rena et depuis, elle ne rêve que de se venger du faucheur et du roi. Elle se prépare à tout ça. Malheureusement, le jour de la collecte, son village se fait attaquer et elle se retrouve à devoir collaborer avec le faucheur de sorcières, Alexius Thibault, parce qu'il est le seul à savoir où est sa sœur et comment la sauver. Rena doit donc renoncer à sa vengeance et aider Alexius pour éviter que l'Empire entier et donc sa sœur tombent aux mains de l'ennemi. Et évidemment, leur relation va évoluer, les choses vont changer. On est sur un excellent Enemies to Lovers, puisqu'elle a quand même essayé de le tuer dès le début. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier tome du Faucheur de sorcières? Blandine, il faut que tu parles des stories dithyrambiques que tu as fait quand tu l'as lu. Mais oui, mais tout à fait, mais pas que des stories. J'ai fait des messages sur le groupe chat. Clairement, à l'époque, je me suis prise d'une passion pour ce tome 1. C'était incroyable. J'ai dit gros potentiel de type Akotar, quand même. Je veux dire, je suis allée très très loin dans mon petit délire quand même. Que ça nous avait aidé à nous remettre de la sortie de Iron Flame. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'avais l'impression d'avoir trouvé ma nouvelle série passion de fantasy. Je trouvais qu'il y avait vraiment tous les éléments pour nous faire kiffer. Donc voilà, le vrai enemies to lover, une fille qui à la base n'est pas spécialement méga dégourdie, qui découvre ses pouvoirs et qui sont complètement brutes et dont elle ne sait pas quoi faire et elle ne sait pas par quel bout les prendre et elle n'arrive pas non plus au bout de 3 semaines à les maîtriser parce qu'elle est trop forte. Et voilà, moi j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Claire, toi, t'en avais pensé quoi? Bah, je m'étais laissée influencer par Blandine qui était dithyrambique forcément. Donc j'avais commencé à le lire, presque en même temps, enfin en même temps qu'elle. Elle avait déjà bien commencé quand elle nous a vanté ce tome et ouais, je suis rentrée dans l'histoire tout de suite. Je trouve que le style était cool, l'histoire est chouette, ça changeait un peu. Là, on passait sur des sorcières. C'est vrai qu'on sortait d'Akotar, de Forcewing, donc il y avait plus de dragons, il y avait des sorcières, le world building se met en place assez vite. Ça change d'effet aussi. Oui, ça change d'effet complètement. Il y a, plusieurs méchants, il y a des strates de méchants, en fait, parce qu'au début, il y a un méchant, on pense que c'est le Witch Collector. Finalement, c'est le méchant derrière tout ça. Je trouve que Rena, on s'attache assez vite à elle. Elle est muette, elle parle en langue des enfin, une sorte de langue des signes. Elle est pas parfois, elle rencontre un peu des difficultés à se faire, comprendre. Je trouve que c'était aussi, un axe intéressant dans l'histoire. Et moi, en tout cas, je m'étais vraiment complètement laissée emporter. Et toi, Lucie? Alors moi, dans mon souvenir, j'avais beaucoup aimé le personnage de Rena. Déjà, effectivement, le fait qu'on ait un personnage qui ne parle pas, enfin qui parle en langue des signes, c'était hyper intéressant. Et effectivement, oui, elle est en pleine recherche, mais elle est vraiment déterminée
On rentre tout de suite dans son esprit, ce côté, un peu consumé par la vengeance et tout ça qui est vraiment intéressant. J'ai vraiment, vraiment bien aimé ce côté-là, je l'ai pas, contrairement à pas mal d'héroïnes, qui sont parfois, décrites comme un peu faibles ou, qui sauraient pas vraiment, s'en sortir. Elle a un objectif, elle a un plan. Certes, ce plan ne va pas se dérouler comme prévu, mais au moins elle a quelque chose en tête et elle lâche pas. Elle a vraiment du caractère, et c'est ça que j'ai apprécié et j'ai bien aimé, la relation, qu'elle a, avec le faucheur de sorcières, ce qui se développe au fur et à mesure. C'était bien amené, c'était pas trop il y avait pas d'étapes trop forcées ou de choses, sur lesquelles on aurait fait, l'impasse et j'aime beaucoup ce trope, de la vengeance, par rapport à la famille. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et c'est clairement ce qui au début en tout cas, est son fuel et ça j'ai bien aimé. Je me suis attachée à ce personnage-là en tout cas. Lauriane? Pour situer le contexte, je crois que j'ai lu, Witch Collector assez longtemps après vous et vraiment exactement sur la reco, que faisait Blandine tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais terminé tout, Un palais d'épines et de roses, les 2 premiers tomes de The Empyrean et Blandine m'a dit: «Beh, lis donc The Witch Collector! Lis donc Le Faucheur de sorcières», ce que j'ai fait et moi, je me souviens assez nettement d'avoir eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que les 2-3 premiers chapitres sont quand même assez cryptiques. C'est pas le world building le plus évident, que j'ai jamais vu. Tu as notamment un chapitre, je pense que je l'ai relu 5 fois tellement je comprenais R au truc et à un moment, je me suis dit: «Bon, je vais laisser ce chapitre de côté, je vais avancer quand même, les choses vont probablement se décanter. Finalement, je suis probablement pas beaucoup plus bête que Blandine, Claire et Lucie, donc à un moment, je vais probablement raccorder les wagons». Mais tu vois, je me souviens quand même assez nettement de ce début un peu, à la rame, quoi. Ensuite, c'est vrai que j'ai plutôt un bon souvenir, du premier tome. J'ai le souvenir d'une intrigue qui était plutôt bien ficelée, de petites lenteurs, mais de choses, enfin, rien d'impardonnable vraiment. Comme Lucie, d'un très bon personnage principal féminin et d'un personnage principal masculin, ma foi, ouais, assez chouette. Et totalement d'accord sur le côté, c'est sympa les sorcières, ça change un peu, ça assez cool. Ouais, le personnage principal masculin, je crois qu'à un moment donné, tu nous as dit quand même que il te plaisait vraiment beaucoup. J'ai dit ça? Je vais te citer, tu dis: «Je ferme à regret Witch Collector, ça y est, c'est bon, je suis amoureuse de Maximus Alexus. Rappelez-moi pourquoi faut que je travaille déjà?» Non, c'est vrai. Je pense que le tome 1 m'avait laissé très, très bien. Ouais, c'était vraiment très intéressant, même, la gestion du handicap de Reina était vraiment très intéressante. Oui. Surtout par rapport à la magie. Aussi, ouais. On rentre un peu dedans tout de suite, donc c'est vrai qu'il faut vraiment, lire entre les lignes pour comprendre tout ça, mais bon, ça se fait et puis c'est assez intéressant pour qu'on s'accroche. Mais oui, vraiment, c'est un personnage qui est vraiment, original et qui s'intègre bien, qui est à la fois, hors du monde dans lequel elle vit, du fait de son handicap, mais qui fait ce qu'il faut pour arriver à s'en sortir et pour se débrouiller et qui est pas complètement, faible et inepte face à tout ça, quoi. Aussi ses relations avec les autres, personnages, assez intéressantes, notamment, celle avec sa sœur. Sa sœur est quand même partie depuis plusieurs années. On le sait, hein, dès le début, c'est pas du tout un divulgachage et Reina, c'est presque comme si elle était partie la veille, quoi. Elle garde, vraiment en elle, un souvenir de sa sœur, qui n'est pas entaché, ni par la distance, ni par les années et elle se dit vraiment qu'elle va retrouver, la sœur, qu'elle a laissée, quoi. Et je trouvais ça assez, et c'est pas amené de façon naïve, hein. C'était plus une espèce de foi dans sa famille, hein, et j'ai trouvé ça très, très beau finalement comme, façon d'amener les relations familiales, même distendues. Ben, c'est vrai que Reina, ben, elle est pas super innocente, enfin, elle a quand même un fort caractère, je trouve et c'est bien exploité. Effectivement, on pourrait croire au début donc comme on a dit, c'est tout de suite dans les premières scènes, le village est attaqué et bah, elle doit fuir avec son pire ennemi à ce moment-là.
Mais elle se retrouve pas en mode victime avec lui et je trouve que c'est assez intéressant. Elle est pas super vaillante parce qu'il y a le choc de l'attaque et tout ça, mais une fois qu'elle s'est remise de ça, on découvre, un personnage, avec du caractère. Je trouve que c'était assez intéressant et du coup leur, relation, bon, bah, on est sur un trope enemies to lovers, très classique et comme on l'a déjà dit plein de fois, nous, on est souvent déçus de cette ficelle narrative parce que souvent, ils sont pas vraiment ennemis. Là, il y a vraiment une bonne raison d'être ennemis, au départ, en tout cas et ensuite ils doivent un peu s'allier et c'est assez intéressant la manière dont c'est amené. C'est pas, elle se réveille un matin et hop, tout a changé, quoi. Tout à fait, ça prend vachement de temps. J'allais parler après du rythme du roman et moi j'ai trouvé que pour le coup, le développement de l'intrigue et du plot était hyper bien structuré et le développement de leur relation aussi l'est. Je te rejoins tout à fait là-dessus, Claire. Mmh. C'est pas magique. C'est pas parce qu'ils commencent à voyager ensemble pendant 3 semaines que tout à coup. C'est pas la Ouais, pratique ouais. forcée qui amène la relation potentielle, clairement. Non, c'est là, je pense aussi pour. Alors, c'est un peu. J'ai trouvé ça un peu longuet à certains moments, quand même, au niveau de la temporalité et du rythme de l'action. Ça aurait été pas mal, je pense, si ça avait été couplé avec le 2, peut-être certains aspects. Il y a un découpage qui est pas forcément parfait, en tout cas pas dans mon souvenir. Après, ce qui est pas mal, on a les points de vue des 2 personnages et ça, il me semble que c'était quand même pas mal parce qu'on est dans leur tête à tous les 2 et c'est pas souvent et en tout cas, j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins et là, ça apportait quelque chose, en tout cas. C'est vraiment un tome où on découvre 2 personnages en particulier et c'est vrai que le fait d'avoir les 2 points de vue était vraiment, vraiment intéressant. Ouais, je pense que c'est ça un peu qui contribue au fait que leur relation, passe de ennemi à plus que ça, parce que tu comprends les enjeux pour l'un et pour l'autre et du coup, tu t'attaches un peu aux 2. C'est vrai que j'ai un peu un souvenir tu déjà dans cette posture, que moi j'aime bien aussi en tant que lectrice, où tu en sais plus que l'héroïne et que la question c'est comment elle va arriver au même niveau de connaissance, que toi et comment elle va réagir par rapport à ce qu'elle va apprendre et tout. Enfin moi j'aime bien être dans cette posture en tant que lectrice. La tension est très bien menée. Moi, il y a eu des moments où j'étais là: «Non mais ça va pas le faire» et quand même c'est rare, tu vois, que dans un bouquin où je me dise: «Non mais là l'héroïne je vois pas le moment où elle va sortir de son truc, où elle est hyper fixée, hyper butée et cetera. C'est vrai que la détermination de Raina est hyper bien écrite. Je pense qu'à un moment, j'y ai plus cru. On peut peut-être aussi préciser qu'il y a un trope de différence d'âge assez important. Toujours moins que 1600, hein. Ça justifie aussi le côté un peu vieux sage, d'Alexus parce qu'il a un côté comme ça où il connaît beaucoup, beaucoup de choses. Il parle par exemple, il Très, très parle bien. sa enfin, il arrive à parler la langue des signes avec elle et tu te demandes pas trop, mais d'où il connaît tout ça et tout? Et ça va être un peu important pour même la suite, de la série, en fait, je pense. Après, il y a un autre truc, je trouve qui est sympa dans ce bouquin, c'est qu'elle écrit bien les scènes de tension sexuelle il y a quelques scènes, explicites dans ce livre Oui, et et dans le tome 1, il y en a pas trop. C'est la proportion est bien gérée. ouais et elles sont bien amenées, c'est-à-dire qu'on passe pas de tout à rien, d'un coup, il y a des Oui, il y a de la tension, mais je pense que voilà, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome pour moi, c'était qu'il y avait tous les ingrédients pour en faire un super truc en fait. en fait, c'est qu'elle place pas mal de trucs qui vont se développer dans le tome suivant Mm. et en fait, ça reste, assez mystérieux et du coup, ça reste des choses enfin, tu sens qu'il va se passer des trucs par la suite. Ça te tient un peu en haleine, en fait. Ouais. Pareil, Vraiment. Alexus lui parle beaucoup de la noirceur qu'il a en lui et on n'en sait pas trop plus, en fait. Et au début, tu comprends pas trop bien de quoi il parle Mmh. et ça met assez longtemps avant que cet aspect-là d'Alexius, moi, je trouve d'ailleurs qu'au début, ça fait un peu poudre aux yeux, tu sais? Tu là, bon, bah, en fait, on attend un peu, le truc et quand ça arrive, t'es là genre: «Ah OK, c'était de ça qu'on parlait depuis le début». Ouais, t'as un peu l'impression qu'elle essaye de le rendre morally grey. Et Alors toi, qu'elle tu pas trop de signaux de ça. t'as pas trop de signaux de ça et donc du coup tu comprends pas bien pourquoi lui il n'arrête pas de la prévenir que genre il y a une noirceur en lui et tout et tu le regardes et tu fais tes zéro morally grey donc d'où tu nous embrouilles. Que là, je mettrais les petits points noirs pour moi, c'est que Charissa Wicks
parfois dans son écriture et dans ses choix, elle est un peu kitsch. Pour moi, en fait, désolée, Charissa, si tu nous écoutes, je sais que tu vis en France en plus. Pour moi, c'est un peu une redneck et ça se ressent par certains temps Oh! dans le bouquin. Redneck, Carrément. carrément, quoi. Alors, vas-y, explique-nous pourquoi. Bah, je pense que ça se ressent vachement plus dans les tomes qui suivent et là, c'est juste des petites touches par-ci par-là, mais ce truc de: «Oui, il y a une noirceur en moi, je peux pas t'expliquer». Au début, tu un peu genre: «Ouais, ouais, OK». Alors qu'il montre, plutôt, pas du tout ça. Donc au début, oui, tu crois pas du tout et ça met peut-être un peu trop longtemps à arriver ça. Et du coup, est-ce que vous avez des, trucs que vous avez notés, des citations qui vous ont marqué? Non, moi, j'ai pas noté de citations comme ça. Je trouve ça dur de parler du tome 1, sans parler du tome 2 et 2,5 quand même. Ouais. Elle a mal dosé dans le tome 1 et le tome 2 et encore pire dans le tome 3, c'est qu'elle a presque rien mis dans le tome 1 et tout déboule, d'un coup. Enfin, tu as l'impression que c'est un peu un bingo, Oui, et puis après, tu as vraiment ce truc où les relations entre les personnages, prennent, trop de place, à mon goût, en tout cas, par rapport au plot, par rapport aux intrigues. Et je veux bien qu'elles fassent partie des intrigues, mais elles sont quand même trop explicitées, trop téléphonées, elles se complaient dans, ces trucs-là le tome 2 a de très grosses longueurs dans la relation entre Raina et Alexius, où en plus tu as des tropes, enfin je trouve atroces qui y passent. Moi, j'ai vraiment sur ces trucs-là, j'ai trouvé ça pas ouf. Alors qu'à côté de ça, tu as des moments incroyables où tout le monde souffre, où c'est horrible et où ça vraiment au moment où ça arrive, tu es là: «Non, on va pas laisser faire ça» et tu es là genre: «On m'a maltraitée en tant que lectrice, j'ai adoré». Ce moment est vraiment cool et où tu es là genre: «Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite?» Et vraiment, c'est 1000 fois plus intéressant ce développement relationnel que les, 12 000, scènes de sexe. Et pour moi, elle a pas mis son effort, au bon endroit. Vous aviez envie de lire le tome 2 par exemple? Sans rien dévoiler de la fin? Ah oui, moi, j'avais envie de lire le tome 2. Et à la fin du 2, j'avais envie de lire le tome 3. Bah, pour répondre à ta question, Claire, moi je l'ai lu, hein, le tome 2 après et comme Blandine, j'ai aussi lu le tome 3 donc oui, oui, moi oui, oui. Je pense que j'irai pas jusqu'à dire que ça avait peut-être le potentiel d'Akotar et de Forswick, mais c'est un potentiel qui n'a pas été réalisé Ah sur non, mais la tout à saga. fait, j'ai pas dit que ça avait été réalisé, j'ai juste dit que ça Oui. avait le potentiel et qu'il y avait eu un gros potentiel et effectivement sur le tome 1, je peux rester sur cet avis. Oh, moi, je trouve que tu vois, je pense que je peux pardonner à une saga si le dernier tome il est vraiment bien parce que tu restes là-dessus en fait. Ouais. Et savoir bien clore, c'est un vrai talent aussi. Donc, je préfère que quitte à ce que tu aies un tome un peu moins bien, il soit un peu planqué au milieu, que ça soit le premier, de toute façon, un premier mauvais tome, ça pardonne quand même pas trop parce que tu n'as pas envie de dire la suite. Et un dernier mauvais tome, rester sur une impression pourrie. Enfin, si le tome 4 et le tome 5 sont vraiment très bien, on peut décider de façon unilatérale que le tome 3 n'existe pas, tout simplement. Oui, mais Mais c'est ouais, une ouais. side story, c'est une sorte de quête sur les Ouais, c'est une quête côtés. secondaire. Moi, ça fait partie aussi des trucs que je trouve un peu chiant chez elle, c'est qu'elle entretient énormément sa communauté, elle est très active, sur Instagram notamment. Mmh. Elle Oui. poste plein de fan art plus ou moins, qualitatifs en plus. Mmh. Elle a déjà aussi posté plein de sneak peeks, de petites, previews du tome 4, mais des petites scènes comme ça sorties, ben, du coup, du contexte, vu qu'on n'a pas le Ouais. contexte. Et je trouve c'est chiant. Arrête, de nous teaser et publie ton bouquin, merde, je veux pas en savoir tant, Ouais. avant qu'il soit sorti. Moi, je les lis pas, en fait. Dès que Bah, je vois que ça appartient au tome 4, je les lis pas parce que j'ai pas envie de me spoiler, en fait. pour faire un petit point sur la couverture, du Toucheur de sorcières en français. Ah ouais, c'est Ah affreux. ouais, 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 je pense qu'il faut quand même qu'on dise un mot dessus. Elle est vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça, mais sachez que pour une fois, ouais, peut-être on peut ne pas juger un livre Enfin, à c'est sa laquelle? couverture. Il y en a une autre avec une épée. Avec une épée, ouais. Alors, c'est toujours la même typo, franchement, j'ai pas vraiment plus de choses à dire. Mais effectivement, elle est un peu, ouais, ouais, elle est mieux parce que mais en même temps, les couvertures avec des personnages, Mais c'est ça. non, arrêtez, stop. Mais ouais, c'est pas ouf. On n'a pas donné de note. Vous donneriez quelle note au tome 1? Ah Toi, bon? Blandine, on avait bien compris que tu avais mis 10 sur 10 hein, sur le tome 1 Ouais. à Ouais, je sais l'époque. pas. Du Mais à l'époque, j'avais mis 5 étoiles. mais avec le recul, je baisserais à 4,5 à cause du rythme, mais ouais. Moi aussi, avec le Ok. recul.
Mais ça Et reste. toi, Lucie? 3,75 truc dans le genre? Moi, je crois que j'aurais mis 5 sur 5 aussi parce que bon, visiblement, j'étais très amoureuse d'Alexius, donc mais je pense que c'est le genre de bouquin où j'aurais révisé la note après avoir lu le reste de la série. Donc voilà, on a terminé cette bulle sur Le Faucheur de sorcières de Clarissa Weeks. Et donc l'heure est venue de nous dire au revoir. Vous pourrez nous retrouver dans 15 jours pour un autre épisode sur le livre Onyx Storm de Rebecca Yarros. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram, le compte Le Fond du Chaudron tout attaché. Venez réagir, nous dire si vous avez aimé, détesté, lu, pas lu, si ça vous fait envie. On sera ravis d'écouter vos avis. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.